Et donc se pose la question de l'immobilier locatif ou de la résidence principale en France pour un non-résident. Donc je partage mon écran et je vais vous présenter tout cela. Alors un tout petit instant, le partage d'écran. Voilà, je l'ai retrouvé. Tout va bien. Voilà. Est-ce que ça apparaît? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon, Stéphane, pas de problème. Parfait, parfait. Allons-y. Donc, les avantages de l'immobilier, principalement pour l'immobilier locatif, on a une position au niveau du réseau Experalia. On pense qu'il ne faut a priori pas garder la résidence principale en France parce que c'est un élément important pour le fisc français de vous rattacher à la France, surtout si c'est la résidence principale dans laquelle vous avez toujours vécu. Encore que, certains pensent qu'avec la convention fiscale franco-israélienne, on pourrait conserver cette résidence principale, mais on conseille a priori de ne pas la conserver. Se pose donc la question également de l'autre immobilier, qui est l'immobilier locatif, qu'on a depuis des années, qui est payé, qui est sur un revenu récurrent probablement de qualité. Et donc, par rapport à cet immobilier, est-ce qu'on le conserve en Israël, en France, je veux dire, est-ce qu'on en fait autre chose? C'est assez important de regarder quelles sont les différentes options. Avant d'entamer l'immobilier, je voudrais simplement vous dire que il y a une image qui est une image importante et que vous devez garder en tête pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de droit de succession en Israël. Donc, quand on a dit ça, on a été totalement incomplet. C'est-à-dire que vous allez vivre en Israël, je l'espère, de belles années pour ceux qui font leur alia, dont je fais partie. Mais pour autant, un jour, on va quitter ce monde et à ce moment-là, si on pense qu'on n'aura pas de droit de succession, il faut quand même établir cette précision que la France continue de taxer dans deux cas de figure les biens qui sont restés en France, qu'ils soient immobiliers ou qu'ils soient des comptes en banque ou qu'ils soient éventuellement des contrats d'assurance. Donc tout ce qui reste en France continue d'être taxé. Et le deuxième cas de figure qui est important à évoquer, c'est que quand bien même on aurait tout retiré, on a compris l'intérêt de prendre avec soi son épargne, son patrimoine. La France a quand même bâti quelque chose de complexe et qui est très ennuyeux, qui est de continuer à taxer les enfants qui seraient héritiers en France. Donc vous pouvez très bien avoir la totalité de votre patrimoine en Israël ou dans le monde entier, plus rien en France, et si l'un de vos enfants hérite en France, il devra malheureusement acquitter des droits de succession sur la part d'héritage qu'il aura acquise. Donc, c'est important de le savoir, mais sur la première partie, qui est toute simple, la partie simple à comprendre, c'est que sur tout ce qui est en France, la France taxe en droit de succession. Pas seulement en droit de succession, mais également en droit de succession. Donc, on va essayer d'aborder tous les éléments. Donc, on a la force de l'habitude, on a un bien qu'on apprécie, on a peut-être un bien dans lequel on a vécu, dans lequel on a élevé ses enfants. Voilà. Donc, des avantages, il y en a, mais il y a quelques inconvénients également. Donc, les avantages, c'est un revenu récurrent relativement stable, probablement un attachement particulier à ce bien, j'en parlais, mais en inconvénient, il y a une fiscalité avec un impôt sur le revenu qui très très vite, qui au premier euro est taxé à 20% et très vite, au-delà de 27 000, 25, 27 000 euros, c'est-à-dire un peu plus de 2 000 euros par mois de revenus locatifs, va être taxé dans une tranche à 30%. Euh, J'ai indiqué la fiscalité, 20 ou 30, mais à ces 30%, qui seront souvent plutôt 30 que 20, il faut ajouter pour le moment 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui fait quand même 47,2 des revenus que vous encaissez en France. Il faut savoir aussi qu'on paye au minimum une taxe foncière, qu'elle est en train d'augmenter. Il faut savoir également qu'il y a en France un impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière et que passé un certain niveau, effectivement, ça représente beaucoup. Voilà.
Et malheureusement, un doute s'insinue sur la perception des loyers, aussi régulière que dans le passé, suite aux dommages du Covid. Mais le Covid s'est éloigné maintenant. On a maintenant plutôt une crise à la fois peut-être financière, mais en tout cas politique en France, qu'il ne faut pas négliger. Et pardon de faire un petit peu de politique, mais on doit beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et vous vous rendez compte qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver un Premier ministre suite à la dissolution de l'Assemblée. Et ce gouvernement n'arrive pas à effectuer les économies qui devraient être effectuées dans ce pays. Donc malheureusement, c'est plutôt la partie augmentation d'impôts qui va prendre le pas. Le Premier ministre français nous avait indiqué un effort momentané de 20 milliards d'impôts par an et de 40 milliards d'économies. On serait plutôt à l'inverse. On serait plutôt à 40 milliards d'impôts et 20 milliards ou moins de 20 milliards d'économies puisqu'ils n'arrivent pas à en faire et que globalement, on a des besoins qui vont en augmentant, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, de défense du pays. On doit s'armer un petit peu plus. La France a de quoi tenir 1 à 2 semaines en cas d'attaque d'un pays sur la France. Donc effectivement, on se rend compte que nous avons vécu une très très belle période de paix et malheureusement cette période, elle s'éloigne un peu et on a des besoins qui vont en augmentant. Donc, il faut savoir que les impôts vont avoir tendance à augmenter en France sur les années à venir. Désolé d'avoir fait ce petit écart qui n'est pas politique, qui est simplement de rappeler la réalité des faits aujourd'hui. Alors, les revenus locatifs. Là, vous avez le montant exact qui est 27 519 euros. Donc, jusqu'à ce montant locatif annuel, on paye 20%. Au-delà, on est à 30%. Voilà, on va aller assez vite puisque tout ça s'est établi. Les prélèvements sociaux, je vous en ai déjà parlé. Alors, il y a une exonération de CSG limitée aux non-résidents européens. L'Israël n'en fait pas partie. Donc, il est certain qu'on paye les prélèvements sociaux aujourd'hui de 17,2 en plus de l'impôt. Voilà, il y a éventuellement l'Europe et la Suisse qui a un taux réduit à 7,5, mais nous, en tant qu'Israéliens, résidents israéliens, ou hors de l'espace économique européen, on est à 17,20. Le taux de prélèvements sociaux est fixé à 17,20. Il y a également un impôt sur la fortune immobilière. Il y a le régime des plus-values des particuliers qui s'applique. Alors, sachez quand même qu'en tant qu'Israélien, on a un petit avantage, c'est qu'on a pendant 10 ans un abattement de 150 000 euros sur la vente d'un bien immobilier. Pas pour la vente de chaque bien, mais la vente du premier bien, on a un abattement de 150 000 euros qui touche les non-résidents et qui ne touche pas les résidents. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Attention, ces 150 000 euros, c'est par personne. Ça pourrait représenter 300 000 euros pour un couple. Donc, il faut savoir qu'on a la possibilité, même en étant parti, de vendre en bénéficiant d'un avantage fiscal qu'on n'avait pas en France, qu'on n'avait pas en tant que résident fiscal français, pardon. Voilà, donc ce délai en 2019 a été rallongé à 10 ans. Nous, on propose de vendre la résidence principale française pour être exonéré de plus-value, parce que vous comprenez bien que en France, le seul cas de figure où on peut gagner de l'argent sans payer le moindre euro d'impôt ou de prélèvement social, c'est la vente de la résidence principale. Mais lorsqu'on envisage de partir en Israël, comme Lydia, je crois, eh bien, pas de problème, vous pouvez vendre votre résidence principale et on admet tout à fait que vous la vendiez soit avant votre départ, soit un petit peu après, parce qu'on ne trouve pas forcément un acheteur avant d'être parti.
il y a une tolérance. Cette tolérance, elle est fixée au 31 décembre de l'année qui suit l'ALIA. Donc, si l'ALIA a été faite, je donne un exemple, aujourd'hui, 25 novembre, on aurait quand même jusqu'au 31 décembre de l'année 2025 pour être exonéré de plus-value et considérer que c'est toujours votre résidence principale, même si dorénavant, vous vivez à Jérusalem, à Tel Aviv ou ailleurs en Israël. Pour autant, attention à ne pas avoir loué cette résidence principale entre-temps, parce que ça ferait perdre comment dire, l'habillage résidence principale de ce bien. Donc, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, en droit de succession, je vous en ai parlé tout à l'heure. Droit de succession sur tout le patrimoine présent sur le sol français. Donc, évidemment, l'immobilier, les comptes en banque, les contrats d'assurance vie. Et puis également pour les héritiers qui se trouvent être résidents français. Voilà le barème. Très rapidement, je ne vais pas vous faire perdre de temps, mais juste vous montrer que les tranches à 5, 10, 15% sont ridiculement petites et que le but, c'est que dès 15 932 euros, après les abattements classiques, on a une tranche déjà à 20%, entre 16 000 euros et 552 000 euros. En gros, entre 550 000 et 1 million 30%, entre 1 million et 2 millions 40%, et supérieur à 1 million 805 000, 45%. Donc, ça grimpe très vite, il faut faire attention. Alors, les solutions, quelles sont-elles? Donc, on est dans le cas de figure où vous avez décidé de vivre en Israël et vous avez toujours de l'immobilier en France. Donc, on a quelques cas de figure qui se présentent. Tout d'abord, l'immobilier locatif nu. Alors, la solution numéro 1, ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe? On paye toujours l'impôt sur le revenu, on paye toujours l'impôt sur la fortune immobilière. Si on dépasse les 1,7 million, on paye toujours des frais de gestion et évidemment toujours des droits de succession. Alors, j'ai indiqué de plus, il pourrait être délicat de demander à bénéficier des exonérations d'impôts sur revenus étrangers accordés au Olim si l'ensemble des revenus et le cœur économique du patrimoine se trouvent toujours en France. Oui, on a un petit problème parce que souvent on part en Israël, mais on garde tous ses actifs en France. La résidence principale, des revenus locatifs, ses comptes en banque, son banquier, ses livrets A. Et dans ces conditions, il faut savoir que la France pourrait être fondée à continuer de vous taxer normalement comme un résident fiscal français, simplement parce que le centre économique de votre patrimoine se trouve en France. Donc il faut absolument comprendre qu'on n'est pas obligé de tout vendre, on n'est pas extrémiste à ce point-là, mais fondamentalement, il faut qu'il y ait moins en France qu'il y aura en Israël et dans d'autres pays éventuels où vous aurez de l'immobilier ou des liquidités. Alors il y a une solution numéro 2 qui consiste à vendre le bien à ses enfants. Après tout, pourquoi pas, puisque ça leur est quelque part destiné. On conserve donc le bien dans la famille, on met en place un crédit à une époque où les taux n'ont jamais été aussi bas. Oui, ils ont remonté un petit peu, mais ils sont en train de redescendre. Les inférences, c'est que l'impôt sur le revenu, sur les revenus locatifs, l'impôt sur la fortune immobilière et les frais de gestion seront pour les enfants. On pourra se poser la question de l'assujettissement de la SCI, Société civile immobilière, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt société. Et le montant retiré de la vente permettra un placement substitutif afin d'obtenir un revenu récurrent supérieur à l'ancien loyer net des divers frais et taxes, avec éventuellement une absence de droit de succession, puisque par définition, ce sont les enfants maintenant qui possèdent ce bien, et vous, votre argent, vous pouvez l'emmener avec vous. Donc, pourquoi pas en Israël ou pourquoi pas ailleurs. Ça sera l'objet d'un autre webinaire sur les liquidités. Par contre, laissez-moi vous dire que
depuis à peu près 2-3 ans, je dispose de produits immobiliers de substitution qui rapportent du 9% par an contractuellement. Donc pour les fanats de l'immobilier, on a aujourd'hui possibilité d'avoir 9%, là où habituellement, on a un revenu locatif qui est de l'ordre. Alors, je vous donne des taux français. Je crois qu'en Israël, c'est un peu moins. Rachel, si tu peux m'aider. En France, quand on a 4,5 de revenus locatifs, c'est beaucoup. Et c'est avant impôt. Et donc, après impôt, vous avez compris qu'il y a à peu près la moitié qui part en impôt. Il y a des travaux, il y a des trous entre locataires. Donc, quand on arrive à en sortir la moitié, c'est-à-dire du 2% par an, c'est beaucoup. 2, 2,5 maximum. En Israël, je crois qu'avant impôt, c'est plutôt 3, 3,5. Stéphane, au risque de me faire assassiner, il y a des endroits où tu peux avoir aussi une très très belle rentabilité. Alors à Tel Aviv ou des endroits comme ça, si tu veux, qui sont saturés, ouais, ça tourne autour du 2-3% avant impôt. Mais tu as des endroits, par exemple, comme le sud du pays, où tu peux avoir encore de très belles Et qui rentabilités. va au sud, à part Eh bien, tu moi. serais étonné. Eh bien, non, je te parle de Beersheba, je te parle de Dimona, je te parle de Yerouham, Sderot. Oui, je sais, ça peut sembler absurde, mais oui, ce sont des, ce Non, sont des endroits c'est pas absurde qui... du tout. Je le conçois tout à Voilà. fait. Mais la plupart des personnes qui font leur alia ont l'habitude d'acheter vers Tel Aviv, Jérusalem et pas trop dans le sud. Oui, je suis d'accord avec toi. Là-bas, la rentabilité est plus basse, oui. Par contre, il y a une différence entre l'endroit où on vit et l'endroit où on gère des revenus locatifs, mais il faut accepter l'idée de l'éloignement et d'une gestion qui serait déléguée. Pourquoi pas? Voilà, enfin, vous avez une idée de montant, donc je pense qu'à un moment donné, vendre un bien, je suis persuadé que vous aurez plus dans la poche qu'en continuant de conserver le bien immobilier en France. Il y a une solution 3 qui n'est pas inintéressante, c'est d'apporter le bien à une SCI démembrée. Qu'est-ce que c'est ce terme compliqué de démembrement? C'est simplement qu'en France, on a l'habitude que tous les biens soient constitués de deux parties. Premièrement, à qui appartient le bien, on appelle ça la nue propriété. Et deuxièmement, qui bénéficie du bien, soit pour y habiter, soit pour en bénéficier, bénéficier d'un revenu locatif récurrent, eh bien on appelle ça l'usufruit. Et on peut séparer ces deux choses-là. Donc, comprenez que une SCI démembrée, c'est une SCI dans laquelle les enfants auraient la nue propriété et les parents conserveraient l'usufruit. Le gros avantage, c'est que si les enfants ont déjà la nue propriété, eh bien, il n'y aura aucun droit de succession au moment du décès, puisque l'usufruit des parents s'éteindra et les enfants deviendront à ce moment-là plein propriétaires et bénéficieront des loyers. En attendant, tant qu'ils vivent, les parents bénéficient des mêmes revenus locatifs qu'avant. Mais en termes de succession, c'est plutôt pas mal d'avoir déjà transmis à ses enfants quelque chose qui représente 50, 60, 70, 80% d'un bien. Alors, le coût de cette solution dépend évidemment de la valeur du bien, du nombre d'enfants, de l'âge des donateurs. Comprenez que tout cela, toute ma présentation ce matin est, je dirais, non pas superficielle, mais elle survole les sujets. Et bien évidemment, il faut rentrer dans le détail. Je suis à votre disposition, ainsi que tous les membres d'Experalia, pour pouvoir secondairement faire du sur-mesure et vous conseiller, mais de manière en sur-mesure par rapport à votre patrimoine personnel. Excuse-moi Alors, de t'interrompre, Stéphane, il y a Alain qui pose une question, je me demande si elle est pertinente au point où nous sommes au niveau de la conversation. Il demande, est-ce qu'il est nécessaire de créer ou faire partie d'une SCI? ah oui, 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 je pense. Je pense très sincèrement que c'est beaucoup mieux. Autrement, on est dans un régime un petit peu complexe qui est l'indivision. Euh, c'est compliqué de gérer un bien en indivision. C'est plus facile en SCI où il y a des parts. Et donc, désolé, on a cette habitude d'avoir un petit outil personne morale
qui permet effectivement un certain nombre de choses, et notamment dans les statuts de la SCI, indiquer que les usufruitiers, donc les parents, ont le pouvoir de décision, c'est-à-dire le pouvoir de faire des travaux, mais également le pouvoir de vendre le bien, sans avoir à le demander aux nus propriétaires que sont les enfants. Ça peut s'arranger dans les statuts, ce qui fait qu'on peut donner, mais sans perdre le pouvoir sur le bien. À partir du moment où on est en indivision, eh bien, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, on préfère avoir une société, une personne morale, et on préfère avoir des statuts. Et Euh, Alain demande aussi, est-ce qu'il est possible de créer cette SCI avec des résidents fiscaux israéliens? évidemment, évidemment, rien ne s'y oppose. Voilà le barème de l'usufruit et de la nue propriété. Donc, pour vous donner une idée, allez, au moment du départ en retraite, par exemple, entre 61 et 70 ans, on décide de partir en Israël. La nue propriété représente 60%, l'usufruit représente encore 40%. Quand on a passé 70 ans, ben, on a un usufruit, on a vieilli, donc la durée de l'usufruit commence à se raccourcir. Donc, effectivement, on n'est plus qu'à 30% d'usufruit et 60% de nue propriété. Donc, comprenez que plus on donne tôt, euh, plus on limite cette succession puisqu'on a la possibilité de bénéficier de certains abattements. Les inférences de cette solution, c'est que les parents, vous l'avez compris, continuent de percevoir des loyers sans différence notoire en cas de vie. Au jour du premier décès d'un des parents, le parent survivant continue de percevoir les loyers tout à fait normalement, car on aura pris soin dans les statuts de la société de prévoir un usufruit réversif. Ça veut dire, ça vient du terme réversion, vous devez connaître les réversions de retraite. Donc les deux parents perçoivent le loyer. Si l'un des deux décède avant l'autre, celui qui reste continue de percevoir les loyers. Et au jour du deuxième décès, il n'est absolument pas question de succession en France, puisque les parts appartiennent déjà aux enfants en pleine propriété. Et ce, même s'ils sont résidents fiscaux français. Donc, il y a une continuation de la société tout à fait normalement, avec juste deux personnes en moins qui étaient les deux parents. En termes de fiscalité, on a toujours de l'impôt sur le revenu, on a toujours le même impôt sur la fortune immobilière, un petit peu moins quand même, parce qu'on considère que quand un bien est détenu en société, c'est le petit avantage des sociétés, sa valeur diminue parce que c'est plus compliqué d'obtenir le pouvoir de vendre le bien. On en dispose un petit peu moins que si c'est en direct. En règle générale, les gens qui ont des biens immobiliers dans des SCI ont tendance à abattre la valeur de cet immobilier de 20-25%. Voilà, donc petit avantage pour la société. Voilà. Et des frais de gestion inchangés, avec effectivement toujours la question de l'assujettissement de la SCI à l'IR ou à l'IS. C'est trop complexe pour que je l'aborde ce matin, mais c'est un sujet que j'adore. Et donc, à un moment donné, Rachel, il faudra qu'on aborde ce sujet qui me semble très important. Cette solution n'apporte strictement aucun enrichissement. Elle coûte les frais de donation. Quelquefois, il n'y a pas beaucoup de frais de donation parce qu'on on a un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant qui permet de donner un bien. Mais par contre, cette solution règle définitivement les droits de succession. Donc sachez que si vous avez un bien qui est en France et que vous ne vendrez jamais, enfin, personne ne dit jamais, jamais, mais en tout état de cause, si vous pensez ne jamais vendre un bien, alors effectivement, il faut prendre des dispositions parce que, mine de rien, un bien qui valait 500 000 euros il y a 10 ans, il vaut probablement 800 000 euros aujourd'hui, et au moment du décès, il vaudra probablement 1 million, 1 million 2, 1 million 4. Donc comprenez que plus vite on prend ces sujets en main, on organise son patrimoine en fonction de son lieu de vie,
des fiscalités afférentes de France, d'Israël et du lieu de résidence de ses enfants. Et mieux c'est, on ne peut pas poser la tête sur le bio en disant bah, on verra bien ce qui se passera. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup de solutions. Celle-là, elle présente l'avantage de régler définitivement les droits de succession. Mais il n'y a aucun enrichissement. La solution 3 est intéressante. C'est plutôt que d'apporter le bien dans une SCI, c'est de le vendre. On vend le bien à une SCI démembrée. Vous avez compris ce qu'était le démembrement. Ça veut dire que dans la SCI, on retrouve toujours les parents qui sont usufruitiers, on retrouve toujours les enfants qui sont nus propriétaires. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y a eu un crédit et qu'on a dégagé, on a retiré des liquidités. Et ces liquidités vont permettre d'effectuer un placement qui va remplacer le revenu locatif qu'on avait auparavant. Alors, le coût, il y a quand même le coût des droits d'enregistrement dans cette solution. Il y a éventuellement des impôts de plus-value, sauf si on détient le bien depuis plus de 22 ans. Et il y a malheureusement des prélèvements sociaux qui s'éteignent au bout de 30 ans. Voilà, donc il faut, sauf cas particulier de la résidence principale, je vous l'ai dit, la résidence principale, c'est un cas à part et c'est complètement ballot de perdre cette exonération qui est la seule qu'on connaît en France. On n'a pas d'autre moyen de gagner de l'argent sans payer d'impôts. C'est l'exception française sur la résidence principale. Alors, quelles sont les inférences de cette solution? Les parents vont récupérer les loyers au terme du long crédit mis en place pour acquérir le bien de la SCI. Donc, comprenez bien que dans un premier temps, on a vendu, donc on récupère des capitaux. Ces capitaux, on les place et on a l'équivalent, voire mieux, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux revenus locatifs que vous aviez auparavant. Et vous avez un crédit qui vient en face d'un loyer. Alors, en espérant que c'est la même chose, quelquefois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais de cette manière, on a les intérêts d'emprunt qui viennent diminuer la fiscalité afférente au bien. Au jour du premier décès d'un des parents, le parent survivant continue de percevoir les loyers tout à fait normalement, car on aura pris soin dans les statuts de la société de percevoir un usufruit réversif. Au jour du deuxième décès, il n'est évidemment pas question de succession puisque, puisque les biens appartiennent déjà, vous l'avez compris, aux enfants. Alors, en termes de fiscalité, on a un impôt sur le revenu, un impôt sur la fiscalité immobilière et des frais de gestion qui sont inchangés, avec toujours la question de l'assujettissement de la SCI à l'IR ou à l'IS, c'est absolument fondamental. Une absence de droit de succession sur le bien, quel que soit le lieu de résidence des héritiers, et le montant de la vente, je vous l'ai expliqué, permettra un placement substitutif afin d'obtenir un revenu récurrent supérieur à l'ancien loyer net des divers frais et taxes. Avec probablement, peut-être, une absence de droit de succession sur le placement si on a réalisé ce bien, ce placement hors de France, parce que si vous avez des liquidités que vous les placez sur un compte en banque français, vous comprenez bien qu'il y aura une fiscalité le jour de votre décès. Donc l'idée, c'est de le situer ailleurs, et ailleurs, c'est soit en Israël, soit dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Si des héritiers habitent toujours en France, c'est important. On reprendra ça dans un autre webinaire. La solution 4 consiste à vendre le bien dès que possible à un tiers. Voilà. Je pense que là, en termes d'inférence, on a une absence d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on coupe le cordon et on n'a plus à effectuer ces déclarations fiscales annuelles en France. On a une absence d'impôt sur la fortune immobilière, en tout cas sur ce bien, et les solutions de placement substitutif seront évoquées ultérieurement. On verra ça. Je n'ai rien à vous vendre ce matin, sinon que vous ayez les idées claires sur les différentes solutions de vente de ces biens. Et puis, absence de droit de succession, parce que là aussi,
on a récupéré des capitaux qui sont dégagés ou qui seront dégagés de droits de succession en France. Alors, si on a des héritiers dont on estime qu'ils seront présents en France au moment du décès, alors on n'en est plus sûr compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment des sujets extrêmement délicats, mais en tout état de cause, seul le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation démembré au Luxembourg permet d'échapper aux droits de succession avec des droits de transmission souvent proches de zéro. Et si l'ensemble des héritiers présomptifs est hors de France, ou si on souhaite des revenus réguliers, alors on a également des solutions de SCPI étrangères. Je ne vais pas les aborder ce matin. Rapidement, juste en deux mots, vous allez comprendre. SCPI étrangère, lorsqu'on quitte la France pour aller habiter en Israël, on dispose toujours d'une dizaine d'années, de 10 ans très exactement, jour pour jour. Ce n'est pas des années fiscales, c'est des années qui démarrent au jour de l'ALIA jusque le même jour 10 ans plus tard. Et pendant cette période, on est exonéré pardon, de fiscalité sur les revenus hors Israël. Donc si vous avez bien compris cette chose-là, a priori, je ne dis pas qu'il ne faut pas détenir des biens en Israël, mais il ne faut pas en détenir en France, ça c'est sûr, parce qu'en France, vous aurez la fiscalité française qui s'appliquera. Et elle est lourde. Elle est vraiment lourde. Si on détient un bien en Israël, qu'il soit un bien immobilier, il va générer des loyers, il y aura une fiscalité qui est bien plus basse en Israël qu'en France. Donc déjà, ça présente un avantage par rapport au bien qui est détenu en France. Mais par contre, en liquidité, pendant 10 ans, vous avez la fiscalité israélienne, puisque les biens sont logés dans une banque israélienne. Donc, à moins d'avoir acheté des biens étrangers, la plupart du temps, ces liquidités israéliennes subissent un impôt parce que vous êtes israélien au premier jour de votre alia. Donc, l'idée, effectivement, c'est le contrat d'assurance vie luxembourgeois ou la SCPI, si on aime absolument l'immobilier, qui ne détient des biens qu'à l'étranger. Comme ça, on ne paye de fiscalité ni en Israël, ni en France. On est totalement exonéré de fiscalité pendant 10 ans. Donc voilà, il y a plein de solutions, mais ce matin, je ne vais pas les développer parce qu'encore une fois, je n'ai rien à vous vendre tant que vous ne rentrez pas dans une des solutions que j'ai proposées ce matin, et on va simplement rester sur ces solutions par rapport à l'immobilier. J'espère vous avoir aidé et je suis maintenant ouvert à toutes vos questions.